Voilà. Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. On est avec Olivier Penka qui a obtenu son visa en combien de temps? 2 mois, 3 semaines. Donc en 2 mois, 3 semaines, donc disons en 3 mois. À 36 ans en cycle bachelier. Et encore dans les jours à venir, vous allez voir quelqu'un, un Togolais, enseignant, qui a obtenu encore toujours son visa à 42 ans. 4 et 2. Vous n'avez pas compris quoi? 42 ans et en bachelier, donc première année, pas master. 42 ans. Donc d'ici peu, ce qui est sûr, il fera son témoignage. Alors Olivier, comment tu vas? Non, je vais bien, je me sens bien. Voilà. Je me sens dans la peau. Très bien je me sens dans la peau du benguiste. Voilà. Et d'abord, comment tu trouves l'Europe? Non, je suis à Zaventem, je voyais seulement ça à la télé et je suis passé du rêve à la réalité. Du rêve dont tu ne savais pas que c'était possible? J'avais ça avec ma maman depuis la classe de 4e année. Regarde l'objectif, s'il te plaît. Avec maman. Je crois qu'en 2006, j'ai même failli voyager par la mer. Hein. En 2006, quand je voulais à tout prix rallier l'Europe. Mais la mère m'a conseillé, m'a dit, patiente, ton temps arrivera et aujourd'hui je suis à Zaventem, les gars. Wow. Et je faisais 4e année aide comptable, assez. J'ai beaucoup d'amis, je me souviens d'un ami particulier, de 2 amis particuliers en 4e année, ils peuvent témoigner, à savoir Afaka Abouaka et Noubebou Olivier. Ces 2 personnes du côté du village, on peut les contacter et ils me connaissent particulièrement en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir prendre la mer? Avec tous les risques que, voilà, sur Internet, on en parle concernant le risque pour l'immigration clandestine. Qu'est-ce qui t'a d'abord poussé? Parce que là, tu me surprends avec ça. Oui, en fait, à cette époque-là, je ne connaissais pas encore les réalités de l'immigration clandestine. Moi, c'était dans mon objectif. Tu regardes l'objectif, oui. Oui, mon objectif était de rallier l'Europe parce que je savais que c'est là-bas que ma vie pouvait prendre une ampleur avec le pays que je voyais qui devenait de plus en plus compliqué, en fait. Et c'était pour quel pays? Je n'avais pas de pays en tête. Quand on prend la route, d'où le vent t'amène, tu t'arrêtes. Quand ma mère a compris ça, elle n'a pas supporté. Elle a dit que non. Et comme nous ne sommes que 2 à ma main, je suis le dernier, je ne voulais pas arrêter son cœur. Bon, elle m'a conseillé et j'ai écouté. C'est vrai que c'est beaucoup d'années plus tard. Si on fait 2006-2022, vous allez comprendre qu'il y a eu beaucoup de patience. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur le pont et dans la rivière, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, alors, tu dis merci à maman parce que tu l'avais écouté. Oui, je dis merci parce que si j'étais arrivé sans papier, je pense que ça devait être plus compliqué pour moi. Voilà. Et avec un visa, quand je passe à l'aéroport, tout à l'heure dans Bruxelles, elle, quand le blanc me servait, même quand j'ai payé le billet d'avion cher, on a fait toute la collecte familiale. Je sentais comment mon argent avait la valeur en fait. Il dit que même comme on a fait toute la collecte familiale, il sentait comment son argent avait de la valeur. Donc toute la famille a cotisé. Non, je ne vais pas vous mentir. Toute la famille a mis la main dans la pâte. Wow. Mon arrivée ici, là, c'est le fruit familial. C'est vrai que le visa, c'est mon effort personnel, mais l'arrivée, c'est le fruit familial. Voilà. Et je dis encore, j'adresse un merci particulier à la famille maternelle parce que je n'ai pas su qu'on pouvait se mobiliser de la sorte. Voilà. J'ai vu la mobilisation, moi-même, j'ai été surpris. Voilà. Et comment est-ce que tu as su que tu as obtenu le visa? À la maison, au travail, au boulot? Et quelle a été ta toute première réaction? Bon, naturellement, je ne suis pas d'abord très émotif en fait. Voilà. Moi, je ne connais pas crier de joie. Et ma joie se manifeste plus en interne. Ouais. Ce qui fait que j'ai su que j'ai eu le visa. Tu regardes l'objectif. J'ai su que j'ai eu le visa le 20 septembre il était 9h06 quand j'étais devant ma machine au cabinet NKR en partner à 3 boutiques au Cameroun. J'ai consulté en ligne et j'ai vu accord parce qu'on a mis ma décision, l'office de l'extérieur a mis ma décision le 19
Et c'est le même 19 qu'on a donné. On a enregistré mon dossier le 19 parce que j'avais eu mon dossier, je ne voyais pas en ligne. Et j'ai écrit à l'Office des étrangers, je me souviens tout le temps resté, je vous ai envoyé ces mails-là. Et le même mail, j'ai forwardé ça à l'ambassade. Chaque 2 jours, je forwardais ça à l'ambassade. Et le mail que l'ambassade m'avait envoyé le 28 juin, qu'ils ont reçu, qu'ils ont transféré mon dossier à l'Office des étrangers. Je forwardais aussi l'accusé de réception à l'Office des étrangers chaque 2 jours. Donc, dès que j'envoie pour l'ambassade, je forward. Donc, les cas étaient 1 minute. J'ai torturé la boîte mail de l'ambassade et de l'Office des étrangers avant qu'ils m'ont répondu, les gars. Ne pensez pas que ça a été le cadeau. Moi-même, j'ai travaillé. À un moment donné, même, j'ouvrais tellement la boîte mail au bureau que même Monsieur Ngaran, le conseil fiscal chez qui j'étais, il me regardait, il était même d'abord devenu très bizarre et très calme au bureau là, parce que je suis quelqu'un qui aime mettre la joie en fait. Mais j'étais très calme parce que le 22 septembre, ça allait faire 3 mois net que j'ai déposé ma demande de visa. Donc je n'en revenais pas parce que quand je voyais le travail que j'ai abattu, que Seigneur, tu ne peux pas laisser ton enfant avec tout ce travail. Mais je crois aussi que c'est le fruit de la souffrance de la boîte mail. Je m'amusais pas avec si je monte ma boîte mail, j'ai saturé la boîte mail de l'Office des étrangers et celui de l'ambassade de Belgique au Cameroun. Voilà. Alors, et quelle a été la toute première personne à qui tu as annoncé que tu as obtenu ton visa? Naturellement, c'est ma maman. Ah ouais. Ouais. Quand j'ai constaté que j'ai vu la décision accord, je l'ai appelée, elle était à la main. Non, elle était chez mon grand frère parce que sa femme était malade. Diego Christelle, au passage, je te salue. La femme de tonton Fabrice Tala, qui est mon grand frère. Voilà. Et merci pour ton soutien. Car tu as dansé de pas, tu as œuvré comme un homme, mais pas comme une femme. Voilà. Est-ce que tu croyais, quand tu as vu Accord, que c'est vrai ou c'était comme si c'était un rêve? Non, c'était que non. Je vais voyager avant de me rendre compte que vraiment c'est une vérité. Non, quand j'ai vu Accord, j'ai tout de suite appelé la maman. J'ai dit que c'est bon. Ouais. Après, il y a une collègue à qui on était au cabinet, à qui je me confiais beaucoup, qui est juriste, Sandra. Elle va se reconnaître. Bon, je l'ai montré, puis pendant qu'on était au cabinet, puis le jour où je suis allé déposer ma demande de visa, l'excuse que j'ai donnée au cabinet pour ne pas travailler ce jour-là, c'est que mon grand frère avait même fait l'accident et qu'il était même sur oxygène à l'hôpital obstétrique de Yassa. Quand je montre à cette collègue que j'ai eu le visa, elle dit que quand tu m'as dit c'est que le passeport tu n'as pas, non. Il dit que laisse mes choses comme ça là. Mes choses sont comme ça sur la tête. Laisse-moi comme ça. Non. Elle savait que le passeport, je n'ai jamais fait de ma vie. Elle m'a regardé comme un extraterrestre. Comment tu as le visa? Que tu as le visa comment? N'est-ce pas tu disais que le passeport tu n'as pas? Et effectivement, le passeport tu n'avais pas. Parce que c'est à la dernière minute que tu as fait. Non, là c'est le jour que je l'annonce que j'ai le visa. Parce que moi je suis arrivé dans le cabinet le 3 janvier quand j'ai démissionné de la microfinance où j'étais. Ouais. Oui. Parce que je partais là-bas pour 5 ans pour un parrainage parce que je voulais être conseil fiscal agréé CEMAC. Ouais. Bon, je suis arrivé là-bas vraiment, ça n'a pas été rose, ça n'a pas été ce que j'attendais. Bon, mais comme on dit, le Seigneur, ce qu'il a commencé, il doit finir. Il n'a pas laissé tomber son fils. Pendant que j'étais là-bas, je continuais aussi ma procédure comme j'avais commencé à la CECAF. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivé là-bas, c'est vrai que c'était plein les admissions. Je me souviens, le jour où on ouvre la deuxième vague pour postuler à Condorcet, c'est au bureau que je le fais. Et ma connexion, je ne parviens même pas à postuler à Condorcet. J'ai même fini par postuler plutôt dans une filière autre que ce que j'avais prévu. Parce que quand Condorcet m'a répondu que vous avez postulé, parce que tous les documents que j'avais préparés, c'était pour postuler en fiscalité. D'après ce que j'avais vu sur le site. Or, ils n'ont même pas ouvert fiscalité cette année. Ils ont plutôt ouvert comptabilité et je n'avais pas préparé les documents pour comptabilité. Mais comme on dit, quand j'ai vu l'ouverture, même avec les documents de comptabilité, j'ai postulé, je crois que c'était en politique ou c'était un truc comme ça là. Ils m'ont répondu que non, c'est pas. C'est pas là. Oui, question au sujet. Je voulais avoir la mission, les gars. Voilà.
Alors, si on te demandait de résumer la procédure en quelques étapes, que diras-tu? Quelles sont les étapes de la procédure? Tout commence par l'équivalence. Voilà. Et c'est que vous soyez en master ou en bachelier, faites l'équivalence. Moi-même, à un moment donné, j'ai voulu ne même pas faire l'équivalence. Ah non, j'ai même regretté pourquoi j'ai d'abord souscrit même l'équivalence. J'ai dit que mais en master, j'ai même eu la mission en master. Pourquoi même avoir fait l'équivalence? Mais c'est après qu'on m'a fait comprendre que non, mon ami, cette équivalence va t'aider là-bas. Même si tu as la mission en master, tu dois toujours le refaire. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et la deuxième étape? Et je peux vous rassurer que l'argent de l'équivalence que j'ai souscrit, ce n'était pas mon argent, hein. C'est l'argent de la réunion de quelqu'un que j'avais bouffé. J'ai d'abord utilisé pour souscrire parce que moi-même, je n'étais pas financièrement prêt. Ouais. Donc, quand j'ai souscrit, j'ai dit que non. Gars, comme tu vois là, ton argent de ton chien que tu m'as donné la procuration de prendre là, hein. J'ai eu un secours, ça, j'ai travaillé avec. Je l'ai fabriqué une histoire là, j'ai travaillé avec. Donc, je vais te remettre. Et du coup, comme on était deux bons amis à la réunion, on pouvait se faire confiance. J'avais encore un an. Wow. Donc c'est quand mon nom avait là bouffé une fois mon nom et on a compensé. Mais s'il fallait attendre que mon nom, je devais souscrire l'équivalence un peu plus tard. Voilà. Et moi je n'avais la procédure, oui, l'équivalence après l'admission. Voilà. Mais je peux vous dire, l'admission c'est aussi une période où tu perds le sommeil. Hein. Parce que je crois que je m'étais rendu au supermarché Barreau sans publicité acheter ma boîte de café pour les admissions, gars. Donc pourquoi tu perds le sommeil? Ouais, c'est pas quand on s'est ouvert à minuit 15 ans, on te dit que ta filière est fermée, tu fais comment? Tu dois être debout à minuit pour postuler. Et on était même debout à minuit, c'est quoi? C'était à 1h30 qu'ils ont ouvert. Ils n'ont même pas ouvert à minuit comme on pensait. Voilà. Après l'admission, on a le garant. Oui. Là alors, c'est le mot qui fâche. Parce que quand tu contactes toi ici pour le garant, il te dit que mon frère, c'est pas moi qui suis. Même 5 francs, tu finis tout avant qu'on cherche. Là, si c'est pour l'argent, ne jouez pas avec lui. Préparez votre argent avant de l'attaquer, particulièrement le garant. D'autres là encore, il peut même essayer. Vous pouvez même avancer. Il fait, mais le garant là, je vous assure. Non, c'est pas l'ami de quelqu'un. Et je crois que après mon dépôt de visa, on a même indexé encore le garant cette année. Voilà. C'est où c'était encore même compliqué. Et si j'avais perdu seulement une seule seconde de plus pour le garant, je crois que je devais être encore au Cameroun en train de me faire torturer dans les entreprises. pas mes frères camerounais, les gars. Voilà. Pas travailler pour un Camerounais n'est pas facile. Et après maintenant, on a l'équivalence, l'admission, le garant et enfin la phase administrative. Je crois que là-bas c'est fluide, chacun le fait. Tu prends ton essai de casier judiciaire, tu le légalises au service. Tu regardes la caméra, hein, tu regardes l'objectif, tu prends ton essai de casier judiciaire et tu vas légaliser au service du gouverneur pour ceux qui sont en droit là. Moi, ça m'a pris une quinzaine de minutes pour le faire. Donc tu peux déposer et tu viens prendre le matin à 13h, tu viens prendre. C'est un détail en fait. Et tu prépares ta demande de visa. Je crois que dans le groupe, on a tout. On te donne la lettre, tu lis et tu adaptes en fonction de ton admission et de ton école que tu as eue. Et je remercie par là Tom Bernard. Je crois que c'est lui qui nous a donné les lettres. Et j'ai fait corriger par un juriste émérite, M. Nguetsa Sylvestre Franck. Juriste, le chef service juridique de la SECAF, qui est non seulement un collègue, mais aussi mon beau-frère. Voilà. Alors, maintenant, si tu marches en route, les gens te croisent qui aimeraient faire une procédure pour les études en Belgique et te disent, voilà, j'ai appris qu'il y a un certain Kamoyeta Aristide. On dit c'est un arnaqueur, c'est un malhonnête, c'est un bandit. Bon, que diras-tu? Que répondras-tu d'abord à ces personnes-là? Pour commencer, je vais dire, tonton Aristide et l'argent, c'est comme la femme, c'est comme la femme et l'argent. Hein. Donc je me dis que c'est une histoire de genèse en fait. Donc, quand vous le contactez, donnez-lui son argent qu'il a demandé. Parce que quand vous payez, il vous fait le travail. Mais quand vous ne payez, bon, lui-même il est franc, il vous dit cash. Si tu aimes ce qui est gratuit là, tu n'es pas sur la bonne route. Traverse seulement ta route, tu continues. Tu peux attendre le groupe gratuit. Tu fais.
Mais on a aussi eu beaucoup de témoignages qui ont suivi seulement ces vidéos et ils sont en Belgique. J'ai eu peut-être 2 ou 3 connaissances qui l'ont fait en fait. Parce que même quand je rentrais de Campus Belgique, j'ai croisé un camarade. On s'est croisé en Campus Belgique ce matin-là. Ah, j'ai même pas rencontré l'histoire de Campus Belgique. Ça, il y a une phase Campus Belgique. Campus Belgique, c'est le nez de la guerre. Tonton, quand je suis sorti à Campus Belgique, je vous ai pas seulement dit, mais là-bas, j'avais dit que j'ai échoué le visa. Pour quelle raison? La seule personne à qui j'avais signalé, c'était Tom Bernard. Le jour où il me remettait les documents de mon garant, c'est chez lui que c'était arrivé. Ouais. Il a dit que la dame qui était à Campus Belgique m'avait frustré, c'est celle qui frustrait les gens là. Mais j'ai dit que l'affaire, si là, peut-être quelqu'un est pas. Mais je me souviens, mais à l'écrit, je n'avais pas de problème parce que dans le groupe, on avait tout travaillé. J'avais fait un seul interview dans le groupe, mais j'avais suivi beaucoup d'interviews, beaucoup de simulations d'interviews que faisait Tom Bernard. Et moi, j'écoute plus que je parle en fait. Je pense que c'est ça qui a fait ma particularité dans le groupe même. Il y a bon nombre qui... La personne qui m'a affiché même dans le groupe la première fois, c'était Takougom Lionel. Hein, parce que il a dit que... Mais voilà un grand frère qui nous a vu patauger dans la boue. Moi, je suis l'aîné de Takougom. Takougom Bernard, l'administrateur, le fils de Manuel, il est né devant moi. C'est mon frère. C'est un petit cousin en fait. Voilà. Donc... un jour, il dit, celui-là que vous voyez même, c'est un grand frère qui nous avait partagé dans la boue. Même la photo, il montre où il cause la terre, souvent dans le groupe là. C'est au quartier. C'est non loin de la maison de mon papa. Donc. Alors, maintenant, qui est-ce que tu dois remercier qui ont contribué à ce que tu sois là? Quelles sont ces personnes-là? Et ils t'écoutent. Okay. Ce que je vais remercier en première personne, c'est le Tout-Puissant, le Seigneur, le bon Dieu, qui a permis que je commence cette œuvre et qui aujourd'hui m'a permis d'arriver à ce niveau où je suis en train de témoigner en face de vous. Ce n'est pas un témoignage préparé en fait. Là, voilà encore mes bagages à côté. Là, je suis encore à l'aéroport. Je ne suis même pas encore sorti de l'aéroport en fait. Donc, je commence par le Tout-Puissant. Ensuite, ma mère. Maman Tenke Janda. Regarde bien l'objectif. Ensuite, ma mère, Maman Tenke Janda. Je suis bien arrivé. C'est vrai que je ne t'ai pas encore signalé, mais je suis bien arrivé. Je suis avec tonton Aristide. Comme on se voyait seulement sous Zoom, comme vous le voyez seulement sous Zoom et Skype pendant les réunions, je suis en face de lui. Je touche les réalités du terrain du bout des doigts. En fait, c'est ça. En troisième position, je vais remercier ma femme et mes enfants. Du fan du Alvin. Princesse, comme je t'appelle affectueusement, sache que je vais te prendre ici à Zavelten bientôt. Ça, rassure-toi, avec les enfants. Ngeta, Clarence. Ngeta, ta coach Clarence. Et Pelate, ta coach Johanna. Papa s'est avancé. Je viendrai ici vous récupérer à l'aéroport. Et après, je vais remercier... Tu regardes l'objectif, hein? Oui, après je vais remercier, comme j'ai dit, Madame Gondi, chef d'agence SECAF Dakar, qui m'a encouragé à prendre cette initiative. Car quand j'ai vu la première fois sur Facebook, j'étais au bureau et on venait de m'affecter à l'agence de SECAF Dakar en tant que contrôleur. Et c'était même pas une promotion, c'était plutôt une régression. Parce que les gens ont fait les coups bas. Et je me souviens quand on me félicitait pour la régression, que Penka, félicitations, tu quittes de la direction des comptables à contrôleur. J'ai dit, je me souviens, j'avais dit la phrase que j'avais dit. J'ai dit non, j'ai pas dit, j'ai dit, c'est pas une félicitation, c'est la libération. Je ne savais même pas que j'allais sortir de ce bureau de la comptabilité vivant avec tout ce que j'ai subi là-bas. Et je pense que c'est ça même qui m'a donné la force de faire cette procédure, d'avoir la patience et d'être résistant au stress. Parce que bon nombre savent ce que j'ai subi, l'injustice que j'ai subie là-bas. Et
à celui qui me faisait subir l'injustice, je lui dis encore merci et grandement merci, parce que c'est ton injustice qui m'a donné la force d'arriver ici à Zaventem ce matin. Avec toi, j'ai compris l'homme de l'orteil jusqu'à la chevelure. Parce que toutes les formes d'hypocrisie, j'en ai vu envers vous. Et je vous dis merci pour toute cette hypocrisie, parce que c'est ça qui m'a forgé. Ça a forgé l'homme que je suis. Je dis encore merci. Et je vais remercier particulièrement aussi le directeur général de la SECAF Finance SA, Madame Alvin Kimza. Avec tout ce qu'on disait de moi, tout ce que vous avez entendu, vous aurez quand même pu me supporter pendant 6 ans. Je n'ai même pas su que je pouvais faire 6 ans dans cette entreprise, parce que le financement de ma procédure vient de la SECAF à 85%. Ça, je le dis sans jambage. Tout l'argent que j'ai investi dans, ce sont les économies que j'ai faites dans la SECAF. Malgré que les gens ont fait des faux témoignages sur moi et que mes primes ne suivaient pas et tout, mais vous m'avez quand même supporté avec ces faux témoignages. Je tiens à vous dire un merci particulier, et ensuite à M. Chouamou Eddy Pierre, qui est le directeur général adjoint. Vraiment, je vous dis merci, parce que malgré tout ce qu'on disait, vous essayez quand même de m'écouter. Et encore la SECAF, je dis merci à Mme Gondi, encore à M. Ngetsa Sylvestre, qui est celui qui a corrigé ma demande de visa avant que j'aille déposer. Toi, particulièrement, je ne t'ai même pas dit que j'ai eu le visa. Et je ne t'ai même pas encore écrit, mais j'ai dit qu'il fallait que j'arrive et que je traverse le seuil de l'aéroport des Zaventem et que je me filme pour t'envoyer la photo pour te dire que le travail que tu as abattu, ça a payé. Et je profite encore pour dire merci aussi à Arnold Sanjo, l'adjoint IT de la SECAF, que j'ai connu à la SECAF en tant qu'ami et qui est devenu pour moi un frère. Et j'ai dit, je t'attends ici à Zaventem. J'espère bien te prendre ici. Je ne suis pas ici d'une famille riche, et toi non plus tu n'es pas. Nous tous, on est les jongleurs au pays. Je suis là. C'est toi qui es venu me laisser à l'aéroport, et je pense que moi aussi je peux venir te chercher à Zaventem. Crois seulement, les conseils que je t'ai donnés, tout est possible. Je pense que ici, quand tu fais l'école ici, là, quand tu rentres au pays, même quand tu cherches le travail, on va te donner au moins ce que... Même si on ne te donne pas le ciel, on va te donner au moins le minimum que tu mérites. En fait, c'est ça. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci de te prêter à ce jeu, et surtout, bonne continuation. Non, je tiens d'abord à vous remercier, parce que c'est vous qui avez... Ce que vous avez en vous, c'est l'esprit de leadership. C'est ça qui m'a permis de croire. À mon âge, voir quelqu'un qui s'engage pour les études n'est pas facile. Et quand j'ai vu le témoin, il y a eu celle-là qui a eu l'admission l'année passée, qui est arrivée l'année passée. Bilo Agat, 36 ans. 36 ans, oui. Cycle bachelier. Oui, c'est à IHE. Oui. Oui, c'est l'une des personnes qui m'a motivé. Parce que quand j'ai vu son témoignage, 36 ans. J'ai vu 35 ans. Donc je suis à 1 an d'elle. Ça veut dire que moi aussi je peux arriver à 36 ans. Et j'y suis, les gars. Voilà. Donc il n'y a pas de faute. Croyez en vous, tout est possible dans la vie. Faites seulement ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire. Et attends. Je crois que le reste, vous déposez entre les mains du Seigneur. Et la suite ne serait que le témoignage, en fait. Voilà. Merci. OK.